Bon, si les gens ont des questions, des commentaires, gênez-vous pas. Qui veut commencer ça, là? Excusez-moi, M. Montpetit. Oui. Comment vous formez les équipes? Comment vous faites l'évaluation de l'examen? OK. Donc, les équipes, c'est très facile. Les étudiants choisissent leurs propres équipes. Donc, en classe, ils ont multiples occasions de travailler en équipe. Puis, souvent, par le premier examen, je leur donne beaucoup de chance. On fait des exemples d'un genre d'examen comme ça, puis ils peuvent choisir, ils choisissent leurs amis, ils vont choisir des collègues qui sont confortables à travailler avec. Et puis, le premier examen, on le met en œuvre. Par le deuxième examen, il y en a beaucoup qui vont se congédier, puis ils vont travailler avec d'autres personnes. Ils réalisent qu'ils ne sont pas capables de travailler ensemble. Mais le défi ici, c'est quand même 650 étudiants. Donc, je ne suis pas capable de commencer à faire des équipes en tenant en ligne de compte toutes les meilleures pratiques pour faire les équipes. Donc, je laisse les étudiants choisir. Quand ça vient à l'évaluation, les tests sont majoritairement choix multiples. Donc, pour une période, donc mes examens intra sont un bloc de 2 heures. La première heure, le premier examen, c'est environ 20 choix multiples, quelques vrais ou faux, et puis des réponses courtes. Il ne faut pas que ce soit des réponses longues parce qu'ils ont quand même besoin de temps à faire le débat puis à avoir un consensus sur les réponses. Parce que quand on est dans l'examen en équipe, c'est un examen pour 4 personnes. Donc, ils doivent avoir un consensus dans leurs réponses. Puis pour l'évaluation, c'est des Scantron, on met dans la machine, puis le lise. Et puis pour les réponses courtes, c'est la jeune équipe de TA. J'ai 5 enseignants qui font l'évaluation des réponses. Donc, il y a 4 étudiants qui vont avoir les mêmes notes. Oui, puis je vais rajouter à ça aussi, c'est que les étudiants sont quand même redevables à leur examen individuel. Donc, l'examen individuel vaut 85 de la note finale, et puis l'examen d'équipe vaut 15 Mais, il y a un gros mais, leur examen d'équipe, si l'examen d'équipe est plus haut que l'examen individuel, c'est le 85 plus 15. Si l'examen d'équipe est plus basse que la note individuelle devient 100 Donc, il y a une motivation, un incitatif à faire meilleur pour avoir le bump-up dans leur note. Il n'y a pas de risque de perdre des points, et puis c'est très motivant pour l'étudiant, parce qu'au bout de la ligne, ça peut faire une différence dans leur note finale de 1 ou 2 Monsieur Montpetit, je voulais vous demander, quand vous utilisez le logiciel en cours, ça a l'air super interactif, là, vous voyez vos diapos, vous voyez les questions, vous voyez s'ils sont confus, ça j'imagine que c'est un indicateur qui clique dessus, là, pour dire... Ça ne fait pas un peu trop de choses à regarder tout ça en même temps? Pas du tout, parce que la majorité du temps, les étudiants sont en train de travailler ensemble, donc ça me donne le temps de voir s'il y a eu des confusions, des choses comme ça. Je peux commencer à cliquer dans le système pour voir s'il y a des choses. Par contre, c'est vrai, il y a beaucoup de distractions là, puis j'ai quand même un aide enseignant avec moi dans la salle de cours pour m'indiquer s'il y a des problèmes, s'il y a des confusions, puis là, ils peuvent me le communiquer pendant qu'il y a des activités de groupe. Donc, une fois que j'ai l'information de mon AE, ou par moi-même, juste en regardant, donc je peux l'adresser sur le moment. Ça fait quand même 5 ans que j'enseigne de cette façon-là, donc je suis rendu pas mal habile puis habitué à regarder tout partout, mais aussi je suis le genre de prof qui est absolument flyé aussi, donc je vais faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Ça ne m'inquiète pas. Mais je reste habillé en tout temps. OK, c'est bon. C'est bon. Il y a quelque chose que vous avez dit, puis Mme Beaulieu aussi l'a dit, il y a des points, vous mettez le maximum de points juste pour la participation au quiz ou pour le rapport, vous parlez, Mme Beaulieu, la note de 1-0. Du moment qu'on a participé puis qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, on a comme le point. Mais à un moment, c'est comme, il y a juste à participer finalement pour avoir tous ces points-là sans forcément avoir la bonne réponse. Dans l'évaluation, comment est-ce qu'on compte ça? Parce que la bonne volonté, ça va bien, mais... il faut aussi comme atteindre l'objectif d'apprentissage. Oui. Donc, pour moi, c'est les travaux qu'ils faisaient par les WebQuest, c'était 30 de leur note finale. Donc, c'était une bonne partie de leur note finale. Malgré tout, quand ils ont eu 2 évaluations formelles, là, un intra puis un final, donc, l'application de ce qu'ils avaient appris dans les WebQuest était nécessaire pour eux pour être capables de réaliser les exercices ou ce que je leur demandais, par exemple, dans le final. Et puis,
étant donné que c'était comme des éléments de recherche que je leur demandais, que les WebQuests, quand on en reparlait en cours, parce qu'on faisait toujours un retour, c'était vraiment des éléments de recherche. Donc, j'étais capable de leur demander des choses plus poussées parce qu'ils avaient été capables d'être plus loin puis d'assembler des outils, finalement, et puis d'être capable d'appliquer, finalement, beaucoup plus la matière que je leur demandais. Donc, dans les examens, j'étais capable de leur dire, bon, bien, je vous donne 3 noms de molécules, puis faites-moi un plan de recherche que vous utiliseriez, votre méthodologie, les contrôles que vous utiliseriez, etc., etc. Vous avez 2 pages, puis ça, c'était la moitié de l'examen. Fait qu'ils étaient capables de me faire une demande de fonds à partir d'imaginer un projet de recherche et de l'établir de façon concrète par les outils qu'ils ont utilisés, par la théorie qu'ils ont eue dans le cours, et puis par la pratique qu'ils ont eue, finalement, à faire ce travail de recherche-là. Donc, pour les objectifs de recherche, pour les objectifs d'apprentissage, mes objectifs étaient atteints, parce que ces étudiants-là pouvaient le faire, même si je leur ai donné 30 points gratuits, peut-être, là, mais ils ont quand même travaillé 12 heures minimum par WebQuest, puis quand je leur dis qu'ils ont trimé dur, ils l'ont vraiment trimé dur. Je peux rajouter sur ça? Oui, c'est vrai, quand on donne des points de participation, c'est vrai que l'étudiant peut juste rentrer dans le système puis cliquer sur toutes les affaires pour avoir tous leurs points. Ça, c'est vrai. Mais aussi, une des motivations aussi, c'est de les engager. C'est un de nos résultats d'apprentissage, c'est de s'engager dans leurs devoirs. Alors, oui, c'est vrai, ils peuvent tricher, clic, pour avoir tous les points. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils vont vraiment apprendre? Non. Mais de l'autre façon aussi, c'est que si on ne motive pas les étudiants à aller travailler, pourquoi qu'ils iraient travailler? Là, on va juste dépendre sur leur motivation. On va peut-être avoir 50 du cours qui vont rentrer et faire la vraie participation. De l'autre côté aussi, c'est que ces devoirs-là, c'est une évaluation formative. On ne veut pas les punir non plus avec si on a une mauvaise réponse, on ne veut pas les punir, on veut les former. Alors, je pense que c'est le trade-off, si tu veux. Donc, pour moi, je ne suis pas bloqué à ça. Je donne 15 de points de participation à la fin. Si on met le temps, le care, ils vont apprendre, ils vont bénéficier. Sinon, ça va se voir à l'examen aussi. Ouais, en fait, pour résumer, vous régulez la participation en mettant un petit pointage là-dessus. Peu importe le pointage, de toute façon, du moment qu'il y a des points, les étudiants, ils sont contents. Même si ça compte juste pour 1%, on dirait que c'est pas grave, ils participent, quoi. Donc, le tout, c'est de mettre une petite pondération sur la note globale et puis de motiver la participation en allant ils vont tout faire pour des points, on le sait ça. Ils vont tout faire. Ils sont prêts à vendre la petite sœur, le petit frère pour les points. Non, mais c'est vrai. Il faut penser aussi à la valeur des points aussi, parce que si c'est trop peu, ils ne vont pas le faire, parce que pourquoi travailler pour 5 moi, je trouve que le mettre à 15 c'est un coup de marteau. Elle le fait à 30 wow! J'ai des collègues qui le font à 50 50 du cours, c'est notre participation. Il y a quand même des étudiants qui faillissent. Pense-y à celle-là. OK. Puis, dernière question, j'ai vu qu'il y a ça. Moi-même, j'utilise beaucoup de documents pour guider les étudiants. Et puis, parfois, je me posais la question de savoir si à un moment, il n'y avait pas trop de documents pour les guider. Quand on leur dit, OK, tu as ça à faire cette semaine, lis ça, relis ça, on le redit comme un peu partout. Est-ce que vous, parfois, vous avez cette impression qu'on leur dit trop de fois les choses dans trop de documents ou que c'est vraiment nécessaire de rentrer le clou dans le fond de la tête? OK. Je vais donner juste mon perspective. Alors, pour moi, un des problèmes, c'est ce que Jovan a mentionné. C'est les étudiants vont penser que tu leur donnes plus de travail. Alors, il faut bien leur expliquer qu'on place une portion du temps de classe avec du travail en ligne. Et l'autre chose que j'ai utilisée, c'est comme mes collègues, c'est des évaluations avec des pondérations qui ne sont pas très énormes, mais qui leur motivent à faire leur travail. Par exemple, le quiz, qui est tout automatisé sur le site web. Ça a des questions de théorie, ça a des questions numériques, des exemples, et ça vaut 3% de la note finale. 3% de la note finale. Alors, ça semble que c'est rien, mais chaque semaine, il y a des étudiants qui m'envoient des emails. J'ai manqué la date limite ou j'ai mis la bonne réponse, mais le système m'a donné la mauvaise réponse. Alors, ça me montre qu'ils sont motivés, même si c'est 3%. Ça leur donne un petit peu de motivation à faire le travail. Alors, je pense qu'on doit avoir quelque chose pour les motiver à faire le travail. Et l'autre chose pour mon cours, parce qu'il y a ces 2 autres sections anglaises, je leur rappelle
ils vont faire le même examen final que leurs autres collègues. Alors, je leur dis, vous avez choisi cette section, il faut faire ce travail en ligne avant de venir en classe. Ouais, juste rajouter sur le point aussi, dans mon site web, j'ai démontré un tableau. J'ai montré un tableau où comment j'ai séparé leur temps. Oui, c'est vrai, il y a des années où ça se peut que dans une version de ton cours hybride, que tu as donné beaucoup de documents à lire, puis ça juste trop pour les étudiants, mais aussi tu dois te donner une chance d'évoluer aussi. Donc, demander le feedback, la rétroaction de tes étudiants. Est-ce que tu as trop, est-ce que tu as trop peu? Ils vont te le dire. C'est certain qu'ils vont te le dire si c'est trop. Donc, tu peux t'ajuster à la langue, mais il faut que tu te donnes une chance d'évoluer aussi. OK, ben merci. En tout cas, c'était très motivant. Oui. Oui, une question qui m'est venue, Hélène. Tu parlais, tes étudiants apprennent à utiliser des outils d'exploration de bases de données, en fait. C'est ce qu'ils font en grande partie. À l'examen, est-ce que toi, tu verrais faire un examen où ils ont, par exemple, accès à un ordinateur et ils vont faire l'examen en faisant un exercice réel? Non, ça serait vraiment trop long. Je ne pourrais pas faire ça. Ça leur prendrait des heures. Parce que effectivement, ça leur prend des heures et des heures à faire mes WebQuest. Madame Beaulieu. Je vois pas c'est qui parle. Ici. Bonjour. Je m'excuse. D'abord, juste un commentaire, le fait que vous affichiez votre image, vous avez dit que vous ne savez pas si c'était une bonne idée. À mon sens, c'est une très bonne idée. Ah, merci. Et puis, je me demandais d'où vous venait l'idée, puis plus généralement, d'où vient votre inspiration, chacun d'entre vous, au sein de votre université? Parce que ce que vous nous présentez, c'est pas tombé du ciel, là. Vous avez quand même des très bons... vous avez présenté de très bonnes choses. D'où ça vient? Première question. Deuxième question, si vous voulez, peut-être à M. Aoud. Vous avez fait 3 parties. Vous avez avant la classe, pendant la classe, après la classe. Est-ce que quelle est la partie la plus importante, puis est-ce que pendant la classe pourrait éventuellement disparaître? Quelle est l'utilité de pendant la classe? Est-ce qu'on peut éventuellement penser que ça disparaîtrait complètement? Et puis pour Monsieur Montpetit, vous disiez que vous étiez plate, là, que je ne peux pas comprendre que vous soyez perçu comme étant une personne plate. Moi, je le perçois. En classe, je comprends. Je comprends pas vraiment. Mais peut-être un commentaire. Si vous êtes, puis ça ne s'adresse pas à vous, mais peut-être à d'autres gens qui font ça. Si vous êtes plate en classe, puis que vous filmez, puis vous faites une vidéo, est-ce que la vidéo de quelqu'un qui est plate en classe, c'est pas encore beaucoup plus plate? OK, je vais commencer par la question 1. Où est-ce que j'ai pris mon inspiration? Je voulais faire ce type de vidéo-là pour que mes étudiants puissent utiliser les outils de base de données, les logiciels qui sont disponibles pour tout le monde. Puis moi, il faut que je le fasse en français. Il y a déjà des vidéos sur comment utiliser ces logiciels-là, mais ils sont en anglais. Et puis quand je les regardais, puis je me suis dit, je vais juste faire un voice-over, juste les traduire, puis ça va être correct. Mais il était tellement plate que je me suis dit, il faut que je fasse d'autres choses, ça n'a pas de bon sens. Et puis justement, en remplaçant par présentiel, tu sais, je voulais... Parce que j'aime ça parler à mes étudiants. Fait qu'au lieu de leur parler en présentiel, ben là, je leur parlais à travers l'écran. Fait qu'ils étaient quand même capables, tu sais, là, j'ai une gesticulation. Je trouvais que c'était plus personnel, puis c'était plus accrocheur, parce que après 5 minutes d'une vidéo où il y a quelqu'un qui fait un screencast, je m'excuse, je trouve ça, tu sais, là, moi, je switch off moi-même. Fait que je trouvais que quelqu'un qui était là dans l'écran, c'était
Puis, tu sais, je peux me mettre en plus gros plan. Je m'aime beaucoup. Fait que, tu sais, là, je pouvais me mettre en plus gros plan pour faire un point sur quelque chose. Tu sais, là, cette fonction-là, elle est super importante. Puis là, je me mettais en gros plan. Puis là, après ça, je pouvais me remettre en plus petit plan, puis là, continuer ma charade sur où cliquer. Est-ce que vous avez eu d'interaction avec les professeurs ou avec le service pédagogique pour vous? Non. Non, j'ai fait ça toute seule. Je me suis installée dans mon bureau, là, qui est grand comme les deux tables mis ensemble, là, puis j'avais mon screen en arrière. J'étais coincée entre les deux spotlights, ma caméra sur mon ordinateur, et puis à cliquer tout et à éditer tout en pleurant. C'est l'édition qui est très longue. Et puis le service offert par l'université m'aurait appuyé, tu sais, aurait offert un service de vidéo, mais il aurait fallu que je leur fasse un transcrit puis dire à la point 30 secondes faire telle chose, ajouter une flèche, puis où la flèche, etc. C'était encore plus long. Fait que c'était plus facile, en fait, que je le fasse moi-même puis que j'apprenne comment le software était utilisé que de faire ça autrement. Question 2? Pour l'inspiration. OK. Premièrement, pour la première question, je me souviens la première fois que j'ai utilisé cette méthode hybride, c'était quand j'ai terminé mon doctorat, j'étais à l'Université de McGill et j'enseignais un cours de 3e année en concrete design. Et ils ont fait une erreur dans le scheduling des tutorials, des DGD. Et ce que j'ai fait, c'est pas parce que j'ai vu que ça c'est très, très important, les tutorials avec les TA et tout ça, avec les exemples pratiques, j'ai fait des vidéos tutorials. Ça, c'était mon première expérience. Et ce que j'ai fait, c'est un survey, un sondage après ça. Et j'ai vu les commentaires des étudiants et ils ont vraiment apprécié ça. Alors, avec le feedback des étudiants, j'ai vu qu'ils aiment ça. Pour la deuxième question qui se rattache à ça, c'est la partie en salle de classe. Je pense que c'est la partie la plus importante. Ma philosophie avec cette méthode hybride, c'est d'utiliser la méthode hybride pour améliorer l'expérience en salle de classe. Mais il ne faut pas oublier cette partie en salle de classe avec le professeur. C'est très important, cette chose face à face avec le professeur. Et si vous demandez aux étudiants, on pense qu'ils aiment la technologie et tout ça, c'est bien, ils aiment ça, mais ils aiment aussi l'expérience avec le professeur. Alors, c'est juste d'utiliser cette expérience en salle de classe plus efficacement et avec plus de résultats qu'on veut, avec cette préparation avant la classe, mais de ne pas oublier cette partie en salle de classe. Alors pour moi, c'est encore très important. Est-ce que vos collègues sont d'accord avec ce que vous venez de dire? Je vais leur donner la parole. Je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. C'est important. OK. J'essaie de répondre à ta première question en même temps, mais je vais faire le segue avec ta question ici. C'est que c'est quoi notre rôle à l'université? On est professeur, on a un groupe d'étudiants avant nous autres. C'est notre rôle de les préparer, de les aider dans leur parcours pour apprendre. Donc, c'est là que je le vois. Donc, il faut structurer le cours pour permettre ce parcours-là. Donc, si c'est purement en ligne, si tu vas purement en ligne, puis c'est les objectifs du cours, puis tu les rencontres, c'est bien. Mais comme lui, moi je crois sincèrement que le face-à-face c'est une composante qui est très importante dans le parcours parce que ça donne, si tes résultats d'apprentissage, des objectifs du programme ou du cours, c'est que les étudiants puissent communiquer ensemble et apprendre ensemble et être une communauté, on doit aussi rendre ça accessible. On peut le faire en ligne aussi, c'est juste, il faut réfléchir à comment tu vas accomplir tes buts. Alors, pour revenir à... Tu l'as rajouté à ça? J'ai juste un mini commentaire à faire. En fait, la partie en cours, quand tu as un cours hybride, elle peut être, même si tu as vraiment plusieurs étudiants, elle est plus personnalisée à l'étudiant parce que tu as plus de temps de parcourir la salle puis de rencontrer les étudiants pour faire la résolution de problèmes, par exemple, pendant la classe. Fait que la qualité de rapport avec les étudiants que tu peux avoir est encore augmentée parce que tu n'es pas là juste... Ils sont là dans la salle, puis tu leur parles.
tu es capable d'aller les voir dans la salle puis de travailler avec eux là, de façon 1 à 1. Fait qu'en fait, ce rapprochement-là est encore plus fort dans ce temps-là. Ça revient aussi à la rétroaction. Oui, c'est bien, c'est toujours bien de donner la rétroaction aux étudiants. Donc ça, ces opportunités-là, le mode hybride donne ces opportunités ou permet ces opportunités-là, mais aussi, ça te permet d'apprendre des étudiants aussi. Donc, le plus de résultats, le plus de data que tu as de tes étudiants, comment ils réagissent à ton enseignement, comment ils apprennent, mais ça te donne du pouvoir pour réagir en conséquence pour améliorer la situation. Donc, tu me demandes d'où mon inspiration vient, ça vient de là. Je veux être là pour mes étudiants, je veux qu'ils apprennent, je veux qu'ils évoluent dans mon cours. Mais si c'est juste moi qui parle pour 1h30, c'est là que je pense que je suis plate parce que c'est moi qui fais l'apprentissage, c'est moi qui apprends mes discours pour les donner, c'est moi qui apprends le plus. Puis je pense que ce n'est pas ça le but. Faut donner la chance aux étudiants de, for lack of better words, leur donner la chance de faillir sans crainte. Donc, quand ils font les erreurs, c'est là qu'ils vont apprendre le plus aussi. Donc, c'est là qu'ils vont avoir ton feedback, c'est là qu'ils vont réaliser, j'ai fait une erreur, je suis faible dans cet aspect-là, donc je vais m'améliorer. Donc, le plus de chances que tu donnes, le mieux ça va être pour l'étudiant. L'autre source d'inspiration, c'est, je reviens à mon mandat de recherche. Moi, je suis formé en physiologie, en laboratoire. Et puis, mon premier poste, j'avais un poste de laboratoire aux États-Unis, mais quand j'ai revenu à l'Université d'Ottawa, j'ai pris un mandat d'apprentissage et d'enseignement dans les sciences au niveau higher education, au niveau universitaire. Ma source d'inspiration, je ne veux pas dire que c'est les expériences, c'est les activités savantes, c'est la recherche que je fais pour améliorer mes cours. Donc, si je suis capable de développer des interventions pédagogiques, des stratégies pédagogiques pour augmenter les gains d'apprentissage, et puis je suis capable de le faire, bien ça m'inspire à continuer puis à voir comment je peux améliorer encore plus pour mes étudiants. C'est toujours pour l'étudiant, c'est pas nécessairement pour moi. C'est là que je tire ma source d'inspiration. Le fait que je pensais que j'étais plate, quand j'enseigne pour 1h30, même dans le mode hybride, et bien mes face-à-face, c'est très intéressant. Il y a des fois que je dois enseigner pendant 15 minutes, 20 minutes. Mais dans ces temps-là, je le vois dans mes étudiants, les yeux, glossed over. Il y en a qui sont couchés sur leur pupitre. Je le vois en avant de moi. Ça, c'est plate. C'est plate pour tout le monde. Il n'y a aucune interaction. Du moment où je commence à engager mon groupe, et là, c'est le fun. Là, on a du bruit de tout partout. On a différentes perspectives des étudiants. C'est les étudiants qui s'entraident. Okay? Moi, je fais juste faciliter la situation. Si tu penses qu'en début de carrière, que j'étais comme ça sur l'estrade, puis là, l'estrade est dans mon chemin, je voulais aller dans les allées avec vous autres, pour parler avec vous autres. Je faisais pas ça au commencement. J'étais une personne qui est très nerveuse quand j'enseigne. Et puis, je restais dans le moule, je restais en arrière du podium. Mais la journée que quand j'ai commencé à aller le clicker, j'ai sorti en arrière du podium, j'ai commencé à aller dans les allées, j'ai commencé à interagir avec les étudiants. L'expérience a totalement changé. Donc, du moment que je commence à voir mes étudiants couchés sur leur pupitre, des choses comme ça, j'arrête d'enseigner puis je demande des questions, des think, pair, share, des activités pour les ramener. Il y a des journées qu'ils ne veulent pas. Une journée avant un examen de biochimie, là, excuse-moi, là, mais ils ne veulent pas travailler dans mon cours. Ils sont là pour leurs points, ils sont là pour au moins avoir leurs points, mais ils ne sont pas vraiment bruyants, ils ne sont pas vraiment engagés. Mais même à ce point-là, ils sont plus qu'engagés que si je serais en train de parler pour 1h30. C'est une expérience qui a changé mes approches pédagogiques, qui a changé ma mentalité avant ça. Juste une petite question technique sans importance, mais vous avez parlé de différents logiciels, mais vous n'avez jamais mentionné le Moodle. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous l'avez... Bien, je peux répondre à ça. Le système de gestion des apprentissages que l'université supporte en termes de licence puis de support technique, c'est Blackboard Learn. Alors, nos professeurs développent à travers cette plateforme-là pour laquelle ils sont reliés directement avec l'inscription au cours, avec les étudiants et tout le reste. On a choisi un système. J'aimerais juste ajouter une autre chose. On est des experts, on est des scientistes, mais peut-être on n'est pas des experts en enseignement. Alors, une des choses que j'ai vraiment aimé dans mon expérience hybride, c'est de travailler avec des experts qui sont experts en technologie, qui sont experts en enseignement, etc. Par exemple, comment j'ai organisé le cours, comment j'ai mis tout ça ensemble, ce que je voulais faire. J'ai consulté beaucoup avec ces experts et ça, c'était une très bonne expérience. Alors, je pense que l'Institut et les autres ressources qu'on donne aux professeurs sont très importantes pour
pour aller dans ces modes hybrides. Je vais toucher ça. Un dernier point sur ça. L'équipe de Jovan et a fait longtemps qu'on collabore ensemble. En anglais, je dirais « they're my saviors ». Je vois une fois par jour, je pense, pour la chaler, puis juste pour... Des fois plus. Soit pour pleurer, soit pour avoir l'encouragement. Oui, elle a beaucoup de... Jovan, je le vois moins souvent ces journées-ci, mais... merci. Merci. Donc, pour revenir au support, au soutien, c'est une équipe incroyable. Puis je pense, je l'aurais faite par moi-même, mais à cause qu'ils sont là, je dépends sur leur expertise pour me remettre en ligne quand je fais des erreurs. Des choses comme ça. Ouais. Oui, j'ai une question pour Hassan. Je pense qu'on se la pose un peu toutes, mais comme l'examen est commun avec les groupes, avec l'enseignement traditionnel, j'imagine que vous avez comparé les résultats. Oui, j'ai comparé les résultats et j'ai aussi comparé quand j'ai enseigné ce cours en mode traditionnel, parce que je l'ai enseigné pendant 2-3 années en mode traditionnel et une fois en mode hybride. Et ça va être la deuxième fois maintenant. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de grandes différences, mais mes étudiants font très bien. Alors, si je regarde la courbe de distribution des notes, ce n'est pas une courbe traditionnelle. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, comme le bell-shaped curve, là. C'est plus vers les hauts pourcentages. Il y a beaucoup d'étudiants qui font mieux avec la mode hybride. Ce n'est pas une très grande différence, mais je vois qu'il y a des étudiants qui font mieux. En même temps, il y a un groupe qui reste vers la fin parce qu'ils ne vont pas faire le travail nécessaire. Mais ça, c'est quelque chose que j'évalue à chaque session avec mes autres collègues. Justement, on sait que les bons étudiants travaillent toujours bien, peu importe la présentation, mais est-ce qu'on aide les moins bons étudiants avec ça? Est-ce que c'est dangereux? Juste pour mon exemple, je pense que les étudiants qui sont peut-être moins bons, qui ne vont pas attraper la matière du début, c'est peut-être un meilleur modèle parce qu'ils ont la chance, par exemple, pour les exemples, les tutorials. Au lieu de le voir une fois, ils peuvent le voir 2 fois, 3 fois, avant le devoir, avant l'examen. Alors, ça leur donne la chance de faire. Alors, s'ils font le travail, alors il y a une différence. Un étudiant qui n'est pas bon, un étudiant qui ne fait pas le travail. Un étudiant qui a peut-être quelques difficultés, s'il met le travail, je pense qu'il peut se rattraper aux autres étudiants. Mais c'est cette motivation que je pense qui est importante. Oui, il ne faut pas oublier aussi que quand on fait appel à des techniques comme ça, c'est des techniques qui sont publiées, qui ont de l'évidence pour leur effectiveness, l'efficacité. Alors, on fait un choix pour l'étudiant. Si l'étudiant ne veut pas s'engager, il mérite-tu de passer? Alors, pour moi aussi, de mon côté, j'ai passé, dans mes premiers temps, j'ai passé d'un taux de faillite de 20 à 1 maintenant. Alors, oui, les meilleurs étudiants vont toujours être les meilleurs étudiants. À qui qu'on va chercher, c'est peut-être ceux qui sont dans la moyenne, les B, B+, ou les 70 puis même on peut amener ceux qui sont plus bas à faire meilleur. L'autre chose que j'aurais ajouté, c'est que, oui, on peut comparer les deux cours, puis il n'y aura peut-être pas de différence entre un cours traditionnel et un cours hybride. Par contre, il y a certaines mesures qu'on ne fait pas non plus. Il y a d'autres résultats d'apprentissage qui ont survenu, qu'on n'a pas été capable de capter aussi. Il ne faut pas oublier ça. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ça, je me disais qu'on développe tellement des nouvelles habiletés que ça devrait peut-être prendre une autre forme d'évaluation. Donc, si on conserve le même examen, il peut y avoir un certain paradoxe là-dedans. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était très intéressant.